On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté? Et qu'elle avait aussi des anneaux? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants.
Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11°C. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22°C, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire ? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage.
Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose.
Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, est tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. La recherche d'extraterrestres est en cours. Avec le lancement réussi du télescope James Webb, la recherche de planètes comparables à la Terre est devenue un sujet passionnant qui retient l'attention du monde entier. Au-delà du télescope James Webb, d'autres outils sont utilisés pour trouver de bonnes candidates semblables à la Terre. Le satellite TESS et le télescope Kepler sont à l'avant-garde de la recherche de nouvelles terres. Une fois que nous aurons écarté quelques questions philosophiques épineuses, nous examinerons de près ces 2 recherches et ce que le télescope James Webb espère trouver. Alors, pourquoi cherchons-nous des planètes semblables à la Terre? Parce qu'on peut. Des progrès incroyables dans la technologie des télescopes terrestres ont permis des observations ultra précises de la lumière des étoiles qui ont conduit à la première découverte d'exoplanètes. Lorsque les planètes tournent autour des étoiles, il y a une interaction gravitationnelle entre la planète et l'étoile. Elles s'attirent mutuellement. L'attraction exercée par une planète sur une étoile fait que la lumière de l'étoile oscille légèrement d'avant en arrière, lorsque les 2 corps spatiaux tournent autour de celle-ci. Cela a toujours été le cas, mais l'oscillation de la lumière des étoiles n'a jamais pu être détectée, car la lumière des étoiles scintille toujours. Tu sais, scintille, scintille, bref. L'optique adaptative dans les télescopes est la percée technologique qui a permis aux astronomes de découvrir des exoplanètes en supprimant le scintillement de la lumière des étoiles. Des ressorts mécaniques placés sous les miroirs des télescopes les courbent très légèrement pour neutraliser la distorsion, le scintillement, causé par la lumière stellaire qui traverse l'atmosphère terrestre. Sans le scintillement de la lumière des étoiles, on peut observer la légère oscillation causée par les étoiles, qui exercent une attraction gravitationnelle sur leurs astres. Plus l'oscillation est grande, plus il y a de planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode astrométrique de détection des exoplanètes. N'est-ce pas un peu compliqué ? L'existence de systèmes stellaires entiers et littéralement de milliers d'exoplanètes a été déduite sur la base d'étoiles proches en analysant les motifs ondulatoires de la lumière des étoiles. Mais les planètes elles-mêmes ne pouvaient pas être vues. Tout à coup, notre système solaire n'est plus unique. Les astronomes se sont emballés devant la conclusion inéluctable que toutes les étoiles possédaient probablement leur propre planète.
Il est devenu impossible de ne pas se poser la question suivante. La Terre est-elle unique ou existe-t-il d'autres terres? Mais pourquoi importe-t-il autant de trouver des planètes semblables à la Terre? Si l'on considère toutes les ressources financières que les pays développés consacrent à la recherche de planètes habitables, on peut dire sans hésiter qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Avec le lancement du télescope James Webb, qui a coûté 10 milliards de dollars américains, le télescope spatial Kepler, qui a coûté 550 millions de dollars, et le satellite TESS, qui a coûté 200 millions de dollars, l'investissement dans la recherche de planètes semblables à la Terre est certainement de la plus haute importance. Si l'on garde à l'esprit que ces coûts ne couvrent que le matériel et que l'on veut avoir une idée de l'ampleur de la recherche, il faut également inclure les salaires d'une équipe de chercheurs, de docteurs et d'étudiants de 3e cycle, recrutés dans les universités, les agences spatiales nationales et les institutions privées du monde entier. Nous en conclurons que trouver une autre Terre est une entreprise vraiment gigantesque. Et si nous en trouvons une, alors la Terre n'est plus seule. Ce n'est pas que nous puissions aller sur l'une de ces planètes de sitôt, les voyages interstellaires nécessitent des percées physiques et technologiques que nous ne sommes pas prêts d'atteindre. Mais le seul fait de savoir qu'il existe des planètes dans la Voie lactée qui ressemblent à la Terre dans tous ses aspects essentiels, comme l'eau liquide, l'oxygène et l'habitabilité, rendra l'espace moins inquiétant, plus accueillant et plus passionnant à étudier et à explorer. Cela pourrait également nous rendre plus fiers de notre planète et faire de nous tous de meilleurs terriens. La triple mission à la recherche d'autres terres, le télescope Kepler, le satellite TESS et le télescope James Webb utilisent des approches distinctes pour trouver des exoplanètes. Et l'acronyme TESS nous indique quelle est cette méthode. Le T signifie transit et c'est la clé de toute la recherche d'exoplanètes. E signifie, tu l'as deviné, exoplanète. La cible de notre recherche d'une autre Terre, S, signifie survey ou étude, parce que TESS examine des centaines de milliers d'étoiles proches. Et S signifie satellite, parce que TESS est en orbite autour de la Terre, contrairement au télescope spatial James Webb, qui sera en orbite autour du Soleil. Lorsqu'une planète passe devant une étoile, cela s'appelle un transit. La planète bloque une partie de la lumière provenant de l'étoile. Cette diminution ou gradation de l'étoile peut être mesurée. L'atténuation de la lumière des étoiles nous apprend beaucoup de choses sur une planète. En connaissant la luminosité de l'étoile et l'atténuation de sa lumière lors d'un transit devant elle, nous pouvons déduire si la planète est géante ou si elle est proche. Mais nous ne saurons pas distinguer si elle est l'un ou l'autre. Est-elle géante ou proche ? Jusqu'à ce que l'orbite de la planète soit également chronométrée. Cela signifie que notre satellite TESS doit prendre des vidéos de longue durée de ces étoiles. Des vidéos d'étoiles, voilà qui plairait à Hollywood. Le satellite TESS n'a pas de télescope. Il utilise 4 caméras CCD pour retransmettre en direct des vidéos de longue durée d'autant d'étoiles que possible. Des centaines de milliers d'étoiles. Pourquoi tant d'étoiles ? Parce que pour observer le transit d'une planète, celle-ci doit passer directement entre les caméras du satellite TESS et l'étoile elle-même. Si une planète ne se trouve pas exactement entre l'astre et l'angle de caméra de TESS, elle ne pourra pas être vue car elle n'altérera pas la lumière stellaire. Les transits planétaires sont rares. Par exemple, Vénus ne passe dans le champ de vision de la Terre que tous les 200 ans. Pourtant, les caméras de TESS observent de nombreux transits planétaires parmi les centaines de milliers d'étoiles dont elles prennent des vidéos en continu. Et tu sais ce que ça signifie ? Cela signifie qu'il doit y avoir des centaines ou des milliers de fois plus de planètes que celles qui sont observées par la méthode des transits. La conclusion que chaque étoile pourrait être entourée de planètes semble donc inévitable. Les planètes sont partout. Et maintenant, tadam ! Le télescope spatial James Webb, avec son miroir géant de 6,50 m de large, se joint à la recherche. C'est un prodige technologique, une merveille du monde moderne, un miracle d'ingénierie avancée. L'attente est à son comble, mais avec cette anticipation accrue vient une quantité presque égale de trépidation. Et certaines choses peuvent encore mal tourner avant que le télescope spatial James Webb ne renvoie ses premières images. Après le lancement du télescope spatial Hubble en 1990, par exemple, une mission de réparation a dû être lancée dès 1993. Le miroir de Hubble n'avait pas été suffisamment inspecté et ses images étaient très floues. Les astronautes ont dû effectuer une sortie spectaculaire dans l'espace pour réparer ce miroir. Après la réparation, les images renvoyées par Hubble étaient plus précises encore que ce que l'on avait pu envisager à sa conception. C'est ainsi qu'un modèle amélioré est apparu.
Cela ne peut pas se produire avec le télescope James Webb, cependant. Le télescope spatial Hubble est en orbite autour de la Terre et est accessible aux astronautes. Le télescope spatial James Webb, quant à lui, tourne autour du Soleil et se trouve bien au-delà de la Lune, hors de portée des astronautes. Car aucun vaisseau spatial n'est à même de les y transporter. Il ne peut pas être réparé manuellement en cas de problème. Pour ajouter aux difficultés, le télescope spatial James Webb ne dispose que d'une seule caméra embarquée pour inspecter les dommages qu'il pourrait subir ou les dysfonctionnements mécaniques qui pourraient se produire dans l'environnement difficile de l'espace interplanétaire. Toute réparation à distance devra être effectuée en aveugle depuis la Terre. Le télescope spatial James Webb est maintenant entièrement déployé. Les 18 segments de miroir devront être alignés pour produire une image unique. Ce processus, d'une importance cruciale, prendra plusieurs mois après le déploiement du télescope. 70 des 286 premières missions d'observation du télescope visent des exoplanètes. Grâce aux données des précédentes recherches, le télescope n'aura pas à perdre de temps à rechercher celles-ci. Leurs emplacements et leurs orbites sont déjà connus. Le télescope James Webb ira droit à leur rencontre. Le télescope spatial James Webb n'est pas un télescope optique dans le même sens que le télescope spatial Hubble ou tout autre télescope ordinaire qui capte la lumière visible. Il perçoit la lumière infrarouge. Les images des planètes devraient ressembler à des points lumineux, un peu flous si elles ont une atmosphère. Ces spectres planétaires fourniront le plus d'informations sur une exoplanète. Tout gaz entourant une exoplanète absorbera une partie de la lumière des étoiles lorsque celle-ci traversera son atmosphère. Supposons qu'il y ait du méthane dans l'atmosphère de la planète, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, les gaz les plus à même d'indiquer des traces de vie. Dans ce cas, le télescope James Webb sera en mesure de les détecter par analyse spectroscopique. Un portrait complet de l'exoplanète peut être formé à partir des informations infrarouges. Ses plages de température, son contenu atmosphérique, la probabilité de la présence d'eau liquide et même la probabilité de la vie. Et ça, ce n'est pas négligeable. Le télescope spatial James Webb a également d'autres missions à accomplir. Il est chargé d'examiner la formation des étoiles et des planètes dans les nébuleuses de la Voie lactée. La compréhension de la formation des systèmes solaires fait partie de la recherche d'une autre Terre. En détectant la lumière infrarouge, le télescope spatial James Webb scrutera les galaxies les plus éloignées, celles dont la lumière visible est bloquée par la poussière et le gaz. Ces galaxies lointaines se sont formées peu après le Big Bang. La formation des galaxies est une mission essentielle pour le télescope James Webb. Ces galaxies les plus anciennes s'éloignent en accélérant si vite que la lumière qu'elles émettent est étirée en dessous de la fréquence du spectre visible, dans l'infrarouge. Le grand télescope peut voir ces galaxies auparavant invisibles. Nous espérons en apprendre davantage sur la mystérieuse énergie noire qui est à l'origine de l'expansion de notre univers à une vitesse toujours croissante. Nous avons donc bon espoir que le télescope spatial James Webb élargira considérablement nos connaissances sur cet univers étonnant dans lequel nous vivons tous.